Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, partager le meilleur de l'art contemporain avec les enfants quasiment dès la naissance. C'est le formidable projet 1000 formes, un centre d'art pas comme les autres créé à Clermont-Ferrand. Sarah Matera le dirige, elle est l'invitée du Grand Oral. L'anti-sèche d'Emma Guessel, l'anti-sèche, il faut que je regarde la mienne d'ailleurs, comment l'actualité résonne dans les programmes. Et pourquoi je la regarde? Parce qu'on est le 2 décembre, et que le 2 décembre, il y a eu Austerlitz en 1805, il y a eu le coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851, mais Emma a choisi de vous parler de 1804 et du sacre de Napoléon. Les programmes auxquels il sera fait référence sont évidemment ceux d'histoire. L'heure de la récré, toujours avec Emma, suite de notre spécial Noël. Au menu, la liste des cadeaux. Et puis enfin, comme tous les vendredis, rendez-vous avec Célie Luton, notre libraire et chroniqueuse, pour sa sélection de livres pour les enfants et les ados. Célie qui est totalement sous influence d'Emma dans cette classe. Il sera effectivement question là aussi de Noël, la quotidienne de School TV. C'est parti, Grand Oral. Faire découvrir le meilleur de l'art contemporain aux petits et même aux tout petits enfants, c'est le pari de 1000 formes, le premier centre d'art pour les 0-6 ans en Europe. Il a ouvert ses portes en 2019 à Clermont-Ferrand. Il ne cesse de grandir depuis. Comment initier les tout petits à l'art? On en parle aujourd'hui avec la directrice de 1000 formes, qu'on remercie chaleureusement de nous avoir rejoints, Sarah Matera. Bonjour. Bonjour, merci à vous pour cette invitation. Alors pourquoi les 0-6 ans? Alors, en fait, 1000 formes a été créé par Olivier Bianchi, le maire de Clermont-Ferrand, conçu par Olivier Bianchi en partenariat avec le Centre Pompidou. Et on a souhaité en fait créer cet espace pour les 0-6 ans. Parce qu'on parle à 0-6 ans de période sensible. C'est là, alors certains disent que c'est là que tout se passe, alors pas tout, mais effectivement, le fait en fait de les immerger dans un univers artistique permet aussi une ouverture au monde et un lien social. Vous dites d'ailleurs que ça développe beaucoup leur intelligence et leur compréhension du monde. Tout à fait. En fait, ça développe aussi un autre regard que celui du quotidien sur le monde, le regard que les artistes portent en fait sur notre univers, et ça leur permet aussi d'avoir, on va dire, une autre fenêtre que celle du quotidien. Alors, vous parlez d'artistes, là il y a une expo Castelbajac qui vient de se terminer ces jours-ci, mais c'est pas grave, il y en a une autre qui commence le 10 décembre. Vous leur ramenez, vous l'avez dit aussi, ce partenariat avec le Centre Pompidou, donc ils sont au contact de grandes œuvres, de grands artistes contemporains. C'est vraiment, c'est un truc très qualitatif. Tout à fait, en fait c'est un lieu qui est pensé pour créer vraiment des œuvres avec les artistes. Donc effectivement, on reçoit des œuvres aussi du Centre Pompidou, comme celle de Jean-Charles de Castelbajac, Le peuple de demain, qui a été présenté de la mi-septembre jusqu'à hier, en fait, avant-hier. Et c'est une expo, en fait, dans laquelle les enfants ont pu s'immerger autour d'un langage qui est finalement universel, qui est le langage à la fois du corps, de la musique. Il y avait aussi du son créé par Julien Granel, et aussi le dessin, parce qu'avec tous ces langages-là, on peut communiquer les uns avec les autres. Donc ça, c'était l'exposition de Jean-Charles de Castelbajac. Une autre exposition qui va ouvrir donc le 10 décembre avec Cyril Lancelin, donc l'artiste Cyril Lancelin, qui lui travaille plutôt autour de l'air et des gonflables. Et là, l'idée, en fait, c'est de pouvoir s'imaginer et se créer des architectures gonflables et s'immerger dans ces architectures gonflables. Donc ça ouvrira effectivement à partir du 10 décembre. Immersion entre vous et moi, je pense qu'on l'a dit déjà 10 fois depuis le début de l'émission. En tout cas, c'est vraiment le mot-clé. Alors, je disais de 0 à 6 ans, pour les moins de 2 ans, il y a quand même un espace à part. Faites-nous visiter un petit peu d'ailleurs, quand on entre dans 1000 formes, il y a quoi? C'est grand, je crois, c'est 700 mètres carrés, c'est ça? C'est 700 mètres carrés. Ouais. Quand on entre dans 1000 formes, en fait, on a la visibilité finalement de tout ce qui est proposé, parce qu'on a souhaité un espace qui est très ouvert. Il n'y a aucun cloisonnement dans 1000 formes, même si chaque espace a sa dénomination et finalement sa fonction précise. On a un espace galerie dans lequel sont les expositions interactives, un espace d'atelier dans lequel on travaille plutôt autour de techniques d'artistes. Donc on va faire des choses, voilà. Vous êtes avec, j'imagine, des intervenants formateurs artistiques qui viennent aider. Oui, là aussi, en fait, ce sont des artistes qui proposent les ateliers autour de leurs propres techniques. Donc, ça nous permet de rentrer dans l'univers de l'artiste par le biais de la technique. Et c'est l'équipe de médiation de 1000 formes qui fait le lien avec les artistes et qui permet aux parents et aux enfants aussi de découvrir tout cet univers-là. Parents, enfants, mais aussi bibliothécaires, enseignants, etc. Il y a des visites de groupe. En fait, on est vraiment ouvert à tous les publics. L'idée de départ, c'était vraiment de réunir
réunir les familles autour de l'art dans ce lieu-là, mais on est aussi bien sûr ouvert aux écoles. On reçoit des écoles maternelles les jeudis et vendredis. On reçoit également les crèches. On travaille aussi en lien avec différentes institutions, dont les médiathèques que vous citiez ou les musées de la ville. C'est vraiment un lieu ressource ouvert à toutes et à tous. Je ne vous ai pas laissé répondre à la question que je vous posais. Les moins de 2 ans. Alors, les moins de 2 ans, c'est petit quand même. On ne va pas les laisser gambader comme ça. De 0 à 24 mois, on les reçoit effectivement dans un espace. Celui-ci est fermé. L'idée, c'est vraiment de créer un espace un peu plus intime, un environnement intime pour les bébés. On reçoit dans cet espace 5 tout petits, en même temps avec leurs parents ou accompagnants, grands-parents. Et puis, là aussi, on travaille avec des artistes. Alors, nous, à Milleformes, on travaille avec des artistes qui sont issus de différents horizons. On est à la fois avec des plasticiens, des designers, des danseurs. Ça, on va en parler. Design culinaire, vous faites aussi, vous allez nous raconter ça après. J'ai quand même une petite question. Avant Milleformes, ouvert à tous les enfants, soit en famille, soit dans le cadre d'une institution ou d'un organisme qui les accueille, c'était un projet de formation au départ pour justement les professionnels que vous accueillez maintenant, les assistantes maternelles, les enseignants, les bibliothécaires, etc. Tout à fait. En fait, au départ, alors c'était pas forcément un projet de formation, mais en revanche, quand la ville a décidé de créer un espace d'art, enfin artistique et de découverte de l'art pour les 0-6 ans, le premier pas, ça a été de se diriger vers le Centre Pompidou pour avoir des formations justement du Centre Pompidou pour tous les agents de la ville, toutes directions confondues. C'était le point de départ. Voilà, ça c'était le point de départ. Bon, ils ont eu de la chance d'appeler Pompidou parce qu'ils vous y ont trouvé à l'époque. On va en reparler. La quotidienne vous fait visiter aujourd'hui Milleformes, premier centre d'art contemporain pour les 0 à 6 ans. Ça se passe à Clermont-Ferrand et on en parle avec Sarah Matera qu'on retrouve juste après l'Anti-Sèche. Emma Guessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. L'avantage quand on fait des actus anniversaires, c'est que le 2 décembre, on a l'embarras du choix. Alors vous avez choisi le sacre de Napoléon, incontournable des programmes scolaires. Mais oui, on a tous étudié cette période de l'histoire et cette peinture quand on était au collège et au lycée. Ah oui, vous allez la voir, le sacre de Napoléon qui est conservé au musée du Louvre. Voilà, sacre de Napoléon avec tout ce qu'il y a de grandiose. On va y revenir. Ça se passe à Paris, à l'église de Notre-Dame, le 2 décembre 1804. Et ça fait déjà 5 ans que Napoléon est au pouvoir. Et oui, en 1799, il réalise un coup d'État, ce qui marque la fin du Directoire, le début du consulat. Napoléon est nommé premier consul, puis consul à vie. En 1804, le Sénat adopte la nouvelle constitution qui confie le gouvernement de la République à Napoléon. Et un peu plus tôt, le Conseil d'État a officiellement validé la création de l'Empire. Napoléon est devenu empereur héréditaire des Français. Il veut désormais se faire sacrer pour s'inscrire dans la lignée des empereurs comme Charlemagne et des rois de France et pour que sa renommée et son pouvoir soient encore plus forts. Et c'est donc ce qu'il fait le 2 décembre 1804, date qui marque le début d'une nouvelle période de l'histoire de France. Oui, et cette peinture que je vous ai montrée au début est très intéressante à analyser pour voir tous les symboles que Napoléon a voulu montrer lors de son sacre. Déjà, il choisit Notre-Dame de Paris pour se faire sacrer empereur et il rompt ainsi avec la tradition des rois de France de se faire sacrer à Reims. Ça lui permet aussi de faire venir le peuple de Paris, il est l'élu du peuple. Et puis ensuite, Napoléon se sacre lui-même. C'est-à-dire que c'est lui qui se met la couronne sur la tête et c'est lui qui couronne également sa femme, qui sera donc l'impératrice Joséphine. Oui, qui est un geste suffisamment fort pour que je m'en souvienne de mes lointains cours d'histoire, parce qu'avant, en fait, les rois de France, ils ne pouvaient pas se sacrer eux-mêmes, il fallait que ce soit un représentant religieux qui le fasse. Tout à fait, c'est bien pour ça que Napoléon se couronne lui-même, pour montrer son indépendance par rapport au pouvoir religieux de Rome. D'ailleurs, le pape Pie VII, même s'il est présent à la cérémonie, est juste témoin, parce qu'il n'a pas le rôle de sacrer l'empereur. Et pour la petite histoire, le pape a accepté de venir quand même parce qu'il s'agissait de donner un gage de réconciliation aux catholiques français après la période de la Révolution. Donc il se couronne lui-même, premier symbole fort, et puis il y a bien sûr tout le symbole lié aux insignes royaux. Les régalia, comme on les appelle, les attributs royaux, dont... Bien sûr, les régalia. Tous les matins, je me le dis, c'est les régalia. Alors, Napoléon en utilise plusieurs, déjà ceux de Charlemagne. La couronne, l'épée, le sceptre, symbole du pouvoir exécutif, mais il commande aussi ses propres régalia. La main de la justice, ainsi que le sceptre et l'orbe, qui représentent la domination universelle. Et enfin, il utilise aussi les symboles des empereurs romains, la couronne de laurier en or, le manteau de couleur pourpre qui fait référence à la Rome antique, ainsi que l'aigle que l'on voit sur le tapis. Napoléon a les pleins pouvoirs, il est prêt à construire son empire. Un empire au régime autoritaire qui sera marqué aussi par de nombreuses réformes dont certaines marquent encore l'histoire de notre pays. Tout à fait, Napoléon crée la Légion d'honneur, les lycées, le code civil, la numérotation des rues de Paris, l'université, le baccalauréat. Il commande l'Arc de Triomphe, il instaure le ramassage des ordures. Tout ça, c'est sous Napoléon. Mais son règne est également marqué
par de nombreuses guerres, car Napoléon avait un fort désir d'expansion. Il réussit jusqu'en 1811 en remportant des batailles très célèbres comme celle d'Austerlitz ou celle de d'Iéna face à la Prusse. Mais en 1812, la campagne de Russie était désastreuse et affaiblit l'armée de Napoléon, qui perd la bataille des nations et qui perd surtout la bataille de Waterloo, défaite qui provoque la chute de l'Empire et la chute de Napoléon en 1815. Merci beaucoup. Et des tableaux qui ne sont pas exposés à Pompidou parce qu'ils sont un petit peu anciens. Le premier était de Jacques-Louis David et le deuxième venait de l'atelier François Gérard. Tout à fait, je ne l'ai pas nommé, vous avez raison. Bah oui, mais bon, c'est mon petit côté. Merci Emma, on se retrouve pour la récré ? Absolument. J'ai l'impression que c'est Noël. Oui. C'est Noël, elle est toute excitée, c'est Noël. Grand oral, Sarah Matera. 56 000 visiteurs, dont plus de 8 000 en groupe depuis l'ouverture en décembre 2019, le tout pour une centaine de propositions artistiques en design, art plastique, chorégraphie, cinéma, design culinaire. Ça se passe à Milleformes, premier centre d'art contemporain pour les 0-6 ans. On est à Clermont-Ferrand et c'est Sarah Matera qui le dirige. Initiative, nous disiez-vous juste avant l'anti-sèche d'Emma, en partenariat avec le Centre Pompidou. C'est une institution que vous connaissez bien. Vous y avez passé des années. J'y ai passé 12 ans en fait. Ouais. Voilà. J'étais 12 ans au Centre Pompidou dans le service de la médiation culturelle où j'étais chef de projet et responsable du pôle prospective et nouveaux concepts. Et on a eu à ce moment-là aussi à cœur de créer le Studio 1316, l'espace pour les adolescents, les visites pour les bébés. Voilà, donc effectivement, je fais tout un parcours. Donc c'est un long parcours pour vous, s'adresser aux jeunes, alors d'abord aux ados et puis désormais aux petits. Qu'est-ce que vous avez appris ? Est-ce quand on débarque là-dedans, on a des idées et on se rend compte à l'épreuve du réel, c'est-à-dire quand les enfants ou les ados arrivent dans les espaces, ça ne marche pas exactement comme on avait prévu. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui que vous ne faisiez pas hier ? En fait, déjà, rien, j'avais tout compris dès le début. Non, déjà, ça nous a appris, en fait, je pense que le Centre Pompidou est une bonne école aussi pour apprendre que tout est possible, en fait, et qu'on peut aussi beaucoup expérimenter nous-mêmes auprès des publics et expérimenter toujours de nouvelles formes en fait de propositions. Et effectivement, on a dû faire des pas de recul, on a dû remanier des choses. Par exemple notamment quand on a travaillé, par exemple pour les adolescents, sur le Studio 1316, puisque j'ai participé à la création du Studio 1316. On avait pas mal d'idées finalement sur les adolescents et le fait peut-être d'ouvrir toute la journée. Finalement, on a ouvert que l'après-midi parce qu'on s'est aperçu que ça se lève pas tôt l'ado. Voilà. Ça je vous le confirme. On a fait plusieurs propositions et aussi l'idée qu'on a beaucoup creusée et qui est aussi d'ailleurs ce qui se passe à Milleformes aujourd'hui, c'est l'idée de ne pas donner forcément de rendez-vous, mais de laisser le public venir sur des activités continues et de pouvoir lui donner accès quand il le souhaite, en fait. L'idée d'une confiance au public, c'est ça ? Ou dans la capacité du public à s'emparer d'une proposition ? Exactement, ça fait partie aussi des choses qu'on propose, c'est-à-dire pouvoir en fait aussi créer avec l'artiste finalement, pour suivre votre idée, un environnement. Et cet environnement, il va laisser un champ de possibles énorme et les enfants et parents vont s'en emparer. Et puis finalement, en faire peut-être quelquefois tout autre chose et même des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Mais c'est ça aussi l'idée de la création, en fait, et de se mettre... C'est ça, il y a une notion d'initiation à la créativité. Alors, je ne veux pas dire la créativité parce que le mot est un peu piégeux, mais à la pratique artistique, au fond, dans ce cas-là, de disruptif, de je dynamite un peu ce qu'il y a autour de moi, je change le réel. En fait, c'est ça. C'est l'idée aussi de se dire que lorsqu'on invite les gens à participer à ça, finalement, tous les imaginaires sont ouverts et tout le monde peut s'en emparer. Et aujourd'hui, ce qu'on voit notamment à Milleformes, c'est que même des parents se découvrent finalement un esprit très créatif alors qu'ils s'en doutaient même pas. Donc ça, c'est assez beau, en fait, ces petites bulles qui sont créées entre les parents et les enfants autour de cette création, parce que finalement, on pose un environnement, mais il y a une vraie pratique qui se déroule là-dedans. Voilà. On le disait également avant la pause, il y a donc de tout, je le rappelais, du design culinaire. Vous avez accueilli Marion Châtel-Chex. Oui. Plonger au cœur des sens. Qu'est-ce qu'elle proposait, par exemple ? Qu'est-ce qu'elle propose ? Alors, en fait, dans la proposition de Marion, on avait une plongée au cœur des sens, c'est-à-dire travailler autour des 5 sens, essayer de découvrir l'aliment de différentes manières, c'est-à-dire autour de son odeur, autour de son goût, de son aspect aussi, parce que quelquefois, on créait des petits pièges qui permettaient aux enfants de ne pas comprendre tout de suite que ce qu'ils allaient découvrir...
quoi comme pièce, par exemple? Par exemple, quand vous changez l'emballage de certains bonbons, quand on ouvre l'emballage, on va penser qu'on va... Et là, on trouve un topinambour et on est super content. Et en fait, c'est un autre goût qui se crée, c'est une autre odeur, autour des saveurs. Donc, on a tout ça. On avait aussi l'idée de faire toucher finalement de l'eau gazeuse et de l'eau plate et de voir les sensations en fait qu'on avait par rapport à ça. Donc, de revoir l'aliment différemment. Et avec tous les artistes et les designers culinaires avec lesquels on travaille, on a des programmations qui changent tous les 3 mois, donc le design culinaire aussi change tous les 3 mois. Ouais. Et avec tous les artistes, on réexplore le domaine de l'alimentation à différents niveaux en fait. Alors contemporain, ça commence quand pour vous? Parce que je voyais qu'il y avait également un atelier jeux visuels pour les enfants de Vasarely. Oui, alors ça... Je pense qu'on est sur les années 60-70, oui, Vasarely. Oui. On est sur quoi? L'après Alors en fait... À Milleforme, l'art contemporain, on le voit plutôt sur le fait de travailler avec des artistes, donc dans le direct. D'accord, dans la vie. Artistes vivants. Donc artistes vivants, on fait des choses ensemble. Quitte à aller se référer à des œuvres plus anciennes, le cas échéant. D'accord. C'est la je ne sais pas pourquoi je lance dans ce genre de c'est quoi. La contemporanéité de l'art. Exactement. Voilà. Oh, merci. Oui, et l'atelier Vasarely, en fait, c'est une des petites exceptions qu'on a dans Milleforme, et puisqu'on est en partenariat avec le Centre Pompidou, c'est aussi d'aller faire découvrir des œuvres quelquefois du Centre Pompidou par rapport à des ateliers qu'on pourrait mettre en place. Voilà. Et là, effectivement, c'est hyper visuel, tout à fait. Ça parle tout de suite. Je suis allé plusieurs fois à Milleforme pour participer à des ateliers avec mon bébé, mais aussi à une conférence sur le thème de la musique. J'ai beaucoup aimé l'atelier Matières Premières qui a permis à Lisa Solé, c'est le nom du bébé, de jouer seule en toute sécurité, bien sûr sous ma surveillance grâce à un dispositif ingénieux. Mon bébé était ravi. C'est Léna, la jeune maman de Lisa Solé, qui parle. On continue la visite de Milleforme, mais c'est après la récré, on prend des récrés ici. Et Manicelle. Et tout le mois de décembre dans la quotidienne, on vous propose des heures de la récré spéciale Noël. Emma, aujourd'hui, vous nous aidez à faire notre liste de cadeaux pour le Père Noël. Oui. Et vous êtes venus les mains pleines. Et oui, parce que le Père Noël, figurez-vous, est passé en avance chez School TV. On a un peu les VIP. Ah ouais. Tout ça, c'est pour vous c'est connu, ça. Oui. De Corolle. Donc c'est Corolle. Ouais. Alors Corolle, on a l'habitude voilà, c'est la poupée phare des enfants. On a l'habitude d'avoir des poupons ou des poupées enfants. Mais cette année, nouveauté, la poupée a grandi et a le corps d'une ado, enfin d'une pré-ado. Donc je vous présente Zoé et Mélodie. Zoé, son truc, c'est la nature, hein, elle a des bottes, elle est prête à aller se balader un petit peu partout. Et Mélodie, elle, ce qu'elle aime, c'est la musique. Hein. Vous le voyez pas, mais je vais vous montrer. Elle a des oreillettes. Elle a un petit casque même avec c'est ça. Des chats. Et en plus, elle est trop cool parce que elle se déplace en roller. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle peut se reposer parfois, hein, puisque on peut lui enlever ses rollers et tout est amovible. On peut enlever le casque, on peut enlever les rollers, voilà, tout est amovible, donc c'est chouette. Là, je vous en ai présenté 2. Alors, regardez, en plus, elles ont des petits chiens. Théodore. Oui. Merci. Oui, exactement. C'est ma rêve d'avoir un petit chien pour Noël. Donc en fait, dans chaque chronique, elle passe le message. Elle a inventé une chronique spéciale Noël dans l'émission parce qu'elle veut un chien. Voilà. Théodore. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Au Père Noël, évidemment. Père Noël, les parents, les amis, Théodore, quoi. Donc là, c'était Zoé et Mélodie. Mais vous avez une Sky Dancer, là, c'est quoi? Oui, une Sky Dancer. Alors, Sky Dancer, c'est la poupée phare des années 90. Bien sûr. C'était hyper à la mode. Donc, l'indémodable de chez Lancet, la star du jouet. Hein. Alors, elle revient à la mode aujourd'hui. Et j'ai eu l'interdiction de l'ouvrir en plateau parce qu'on ne sait jamais avec le matériel si on le casse. Mais je vous ai trouvé une vidéo pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc, on regarde tout de suite. Alors? Ah, mais c'est très rigolo. C'est sympa, hein? Ah, mais oui, j'en veux. Voilà. Donc, et avec Théodore, ça marchera très bien. Je veux une vidéo de vous en train de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Avec Théodore. Vous faites ça, bien et Théodore, sûr. Et hop, il l'attrape, il la détruit. Non. Non. N'importe quoi. Donc voilà, la petite Sky Dancer de Lancet. Et enfin, pendant que les enfants jouent, les adultes, eux aussi, ils ont envie d'un petit peu de profiter de Noël. Donc je vous présente ce jeu, Pop Pop Pop. Donc c'est un jeu de culture pop, hein, voilà, à jouer en famille, c'est à partir de 4 joueurs. Donc vous avez 6 catégories de cartes. Donc la carte défi, quiz, qui est-ce, l'intrus, le point commun et mimé. Alors, regardez, vous mettez la petite... faut faire tourner
tournez la flèche, allez-y. Je vous en supplie, il faudrait que ça s'arrête sur Mimé parce que j'ai très envie de faire mimer un Mimé. truc. Ouais, c'était là. On a de la chance. Emmanuel. Donc vous devez faire... Non, c'est pour vous que vous avez envie de mimer un Pas truc. du tout, c'est vous qui allez... Ah, je rêve, je suis nul. Donc, alors, vous allez... Donc, je choisis que... Voilà, vous devez mimer Quoi? le deuxième personnage. Ah, je connais pas. Comment ça Bah non, je connais pas. J'adore, le 6. Ah, c'est bien. Allez, nous allons au boulot. Les 7, non? Oui, mais lequel? Lequel? Je suis grave. Oui, bravo. Yes! Voilà, donc... On fait équipe pour un Time's Up. Bien sûr. Ou pour un pop-up. Et donc, il vous faut 10 peut faire cartes. équipe. On peut faire équipe, donc vous... On va vous faire jouer. Ah, ok. Ok. Hop! Ah, mimé! Mimé. Alors, Mimé... attendez, montrez-moi votre carte. Parce... Mimé, il y a écrit. Hop. Alors... bah... C'est dur. Si c'est celui que je connaissais pas, c'est dur. Hein. C'est hyper dur, ouais. C'est celui que je connaissais pas? Bah, le premier, alors. Bon. J'ai le droit de parler? Bah, Mimé, Allez. normalement, c'est papa. Ah oui, moi j'ai chanté, ouais. Mais vous pouvez fredonner aussi si vous voulez. Bah, il faudrait que je dise un truc, en fait. Bon, Dites un allez-y, truc. Allez-y. Téléphone maison. Oh, E.T. Bravo. Ah, excellent. Et donc, Bon, bah voilà. une équipe, il vous faut 10 cartes. Quand vous avez 10 cartes dans votre possession, ça veut dire que vous avez gagné la partie. Génial. Jeu très sympa à jouer en famille pendant les fêtes de Noël. Merci beaucoup. Je suis désolé, hein, c'est une tuerie cette chronique. Trop dur à faire. Hein. Ah ouais. L'heure de la récré spéciale Noël avec Emma Guessel. Elle souffre. C'est dur, Emmanuel. Grand oral, la suite avec Sarah Matera. Ancienne du Centre Pompidou à Paris, Sarah Matera est également auteure de plusieurs ouvrages artistiques pour le jeune public. Elle a contribué à de nombreux catalogues d'artistes et elle dirige désormais 1000 formes à Clermont-Ferrand. Je pense que j'oublie à peu près rien. Vous, votre rencontre avec l'art, ou vos rencontres avec l'art, ça s'est passé comment? Je parle éventuellement au pluriel parce que c'est pas forcément une rencontre qui se fait en un jour. Alors, en fait, moi, j'ai plutôt été bercée dans la musique. D'accord. Plutôt dans l'opéra, avec un papa qui écoutait beaucoup d'opéra et d'autres musiques. Et moi, j'ai beaucoup pratiqué le piano, la guitare, le chant, beaucoup. Et puis, petit à petit, je suis arrivée sur, on va dire, art contemporain, art visuel plus tard, adolescente. Je me souviens d'un... Par l'opéra, par des mises en scène très contemporaines ou par des visites dans des musées? Non, plutôt par des visites dans des musées, là. Et notamment au musée d'Orsay où j'ai été assez ébahie devant une œuvre de Millet, je me souviens. D'accord. Et petit à petit, je suis On n'était pas encore dans le contemporain. Non, pas du tout. On était dans l'art en tout cas. Ouais. Et vous avez quoi? C'est comme Claudel à côté du pilier de Non, j'ai été la cathédrale de Chartres, il y a une espèce d'illumination et Ouais. ça vous saisit? C'est plutôt une émotion en fait qui m'a saisie et qui était assez inhabituelle pour moi. Et là, petit à petit, je me suis mise à m'intéresser à l'art. Et même si j'étais au départ destinée aux sciences économiques, je m'étais destinée à ça. J'ai bifurqué vers histoire de l'art et puis après j'ai continué mon parcours. Et la rencontre alors avec l'art contemporain? Alors la rencontre avec l'art contemporain, elle s'est faite finalement très jeune adulte, on va dire vers 18 ans, plutôt avec les œuvres de Niki de Saint-Phal, Annette Messager, tout ça, qui m'ont finalement beaucoup parlé. Voilà. Niki de Saint-Phal, on attend la fin de la restauration pour pouvoir retourner visiter la fontaine des Innocents Oui. et boire des coups, des cafés autour. Et cette passion pour la transmission pour les enfants alors? Alors ça, en fait... Parce que c'est une passion à ce niveau-là. Enfin, je veux dire, quitter Pompidou, aller à Clermont-Ferrand, tout ça pour monter un centre. Vous aimez ça? Oui, tout à fait. En fait, c'est une question qui me passionne. C'est une question qui me passionne aussi parce que finalement... on n'a aucune prise là-dessus. C'est-à-dire que l'idée pour nous, c'est peut-être plus de... On dit souvent qu'on plante des petites graines et puis qu'on crée verra. des occasions. Voilà, on crée des occasions, on va voir ce qui va naître. On sait que peut-être cette rencontre avec l'art, quand elle va se faire de manière répétée, va créer une appétence ou en tout cas vraiment avoir voilà, cette envie d'y retourner. Et l'idée aussi de proposer des choses pluridisciplinaires, c'est aussi pour ça, pour ouvrir justement à tout ça. Dédramatiser aussi, j'imagine. C'est-à-dire que tous ces enfants qui, tout petits, fréquentent les œuvres, se mettent un petit peu les mains dans le cambouis pour voir comment font les artistes. On peut faire l'hypothèse, on peut avoir l'espoir qu'à 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils iront plus facilement au musée. En tout cas, ils ne seront pas effrayés par ça, quoi. Oui, l'idée, c'est aussi ça, c'est de se dire qu'en fait, il y a une accessibilité à l'art qui est très facilitée, là. Et c'est aussi pour ça qu'on fait d'ailleurs le lien avec les musées. Et on a au sein de 1000 formes un mini-musée
qui représente une œuvre de chacun des musées de la ville et qui change aussi tous les 3 mois, comme notre programmation. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir montrer que derrière ça, il y a cette idée de conservation des œuvres, puisque à mille formes, ce sont des œuvres, mais qui sont interactives, donc on peut les toucher. Et qui sont manipulables, alors que dans le mini-musée, on peut juste les regarder. C'est ça. Et ça leur apprend aussi que parfois une œuvre, ça peut être, on n'a pas le droit de toucher. Ouais. Dernière question, Milleforme fait des petits, et notamment des petites fabriques. C'est quoi, vous vous baladez en fait dans toute la région? Oui, tout à fait. En fait, on a Milleforme in situ, et puis on a tout ce qu'on crée, on va dire, sur la partie hors les murs de Milleforme. Les petites fabriques, c'est un projet qui a été réalisé en partenariat avec la Fondation Engie, et dans le cadre aussi de notre candidature de la ville de Clermont à la capitale européenne 2028. C'est un projet en fait qui parcourt tout le massif central, tout le cadre de la capitale européenne, pour proposer un atelier. Alors celui qu'on a créé là est avec Fanette Mélier, ça s'appelle Babillage. Fanette travaille beaucoup autour du papier, et l'idée c'est de créer sa poupée en papier autour d'une scénographie particulière. Et là, vous allez notamment vers des publics qui sont plutôt éloignés de la culture, et c'est ça l'intérêt de ce dispositif ambulant. Sarah, merci, vous restez avec nous, on va pousser la porte de la librairie. C'est Noël aussi, hein, Noël avant l'heure. Emma, merci. À bientôt. Célie, la librairie. Et sa copie dans la quotidienne. Mais qu'est-ce que ça copie? Bonjour Célie. Pas du tout. Bonjour Emmanuel. Bonjour Sarah. Non, moi j'ai fait une chronique. La librairie. Vous avez fait une chronique sur l'Avent. C'est vrai. C'est pas Noël, pas encore. Non, absolument. On commence avec l'usine du Père Noël. Émerveillement garanti. Alors je sais que je le dis souvent, mais lui c'est mon album préféré sur Noël. L'histoire d'un petit ourson très aventurier, il fausse compagnie à papa et maman, et hop hop hop, un trou. Oh, si je me penchais, si je regarde et boum, badaboum, il tombe dans l'atelier du Père Noël. Oui, voilà. Il est à moi, c'est mon livre. C'est son livre. Exactement. C'est le livre à Célie. Mais attendez, tout est indiqué. Parce que le Père Noël, il va pas gronder notre ourson, il va lui dire « Mais tu tombes bien, j'ai plein de travail !» Et il va lui expliquer comment on prépare Noël, de la réception de toutes les lettres du monde entier, la fabrication des jouets, le choix des paquets cadeaux, rien n'est laissé au hasard. On va même visiter cette usine du Père Noël, c'est formidable. Je l'adore. C'est chez Pastel. Deuxième choix, l'arbre de Noël. Oui. Voilà, on est loin de l'usine. Oui, là c'est un conte actuel, l'histoire d'un petit sapin de Noël. C'est un peu le vilain petit sapin de Noël. Il est trop petit, il a une branche tordue. Tout le monde se presse dans les magasins pour avoir un beau et un grand sapin qui en balance. Et lui, il va faire le bonheur d'un petit garçon pour une très belle nuit de Noël, la nuit du 24. Ce petit sapin, dans la rue, va réunir une foule d'inconnus. Et c'est beau. Puis c'est beau graphisme. Hein. Oui. C'est aux éditions des éléphants, Delia Reddy, Émilie Sutton. C'est superbe. Oui. Et puis enfin, on peut en do-it-yourself, en DIY. Oui. C'est moi qui l'ai faite de mes blanches mains, celle-ci. Alors c'est vous qui l'a montrée. Avec plaisir. C'est une couronne de Noël à faire soi-même. Donc moi j'ai fait un petit kit de la petite épicerie. Voilà. Super. C'est un petit kit où tout est fourni. La couronne en polystyrène, les pompons, les clochettes que vous entendez peut-être et les sapins. Bulle. Oui. Il y a une chanson comme ça. Clochette, Tintina Bulle. Oui, petit Papa Noël. Ça combien de temps c'est de faire ça? Ça c'est une activité à faire en 2 heures. 2 heures à partir du. Et ça c'est les enfants quel âge? Moi, je dirais à partir du collège en autonomie, mais avec un enfant de 8-9 ans, on peut très bien le faire en l'accompagnant. C'est juste des épingles. Voilà. Et moi, je n'ai pas utilisé le tutoriel en vidéo, mais sur la boîte, vous avez un flash où vous avez le pas à pas. D'accord. Je vois Sarah qui regarde ça d'un air intéressé, en se disant, après tout, avec un choix de couleur, un truc, un machin, on demande à un artiste de s'en mêler. Hein, vous voyez, ça pourrait être un atelier à 1000 formes, en tout cas. Non, ce genre de choses. L'arbre de Noël, Delia Udy et Émilie Sutton, c'est aux éditions des éléphants et chez Pastel. L'album préféré de Célie, qu'on ne peut pas lui voler. Elle l'a marqué, parce que parfois elle sait que je garde les albums. Hein. C'est son sien. C'est le mien. Merci beaucoup Célie. Sarah, merci de nous avoir accompagnés dans toute cette émission. On va dire ce qu'on n'a pas dit depuis le début, c'est que Milleforme, c'est gratuit. Tout à fait. 23 rue Fongièvre à Clermont-Ferrand. Les petites fabriques, on suit l'itinéraire dans tout le massif central. Et on suit votre programmation avec plein d'artistes contemporains, plein de choses à faire pour les 0-6 ans. Merci beaucoup, bravo, c'est une superbe initiative. Merci à vous. Et on regardera également dans quelques mois si Clermont-Ferrand est retenu comme capitale européenne de la culture pour 2028. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci aussi à toute l'équipe, au maquillage Colline Hamel, à la préparation de l'émission Marine Plantec, assistée en régie aujourd'hui par Laura Girard, Saïd Mamou pour le son, à la réalisation Xavier Sanchez. Vous restez sur School TV et nous nous retrouvons en
permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.